podcast, le meilleur podcast. Moi, je suis habitué des trucs. Ouais, Bluecast, si tu vas passer sur Bluecast, c'est que c'est éclaté ton projet, mec. Bluecast, le podcast des stars. Future star. Franchement, c'est parfait pour l'intro du podcast, ouais. C'est totalement en train d'enregistrer. Générique. Bon, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Bluecast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je me retrouve avec les gars de 808 Club, Alex et Chad. Chaz. Oh putain, je suis fatiguée, pardon, je pensais à Chad Hugo. Ah Bientôt. C'est mon cousin. Je disais... Non, en plus, Chad Hugo, c'est mieux. Je disais que je suis avec les gars de 808 Club, Chaz et Alex. J'allais dire Chaz et Hugo. Je suis très fatiguée. Tout va bien. Donc, les gars du 808 Club, vous êtes producteurs et vous avez votre studio. Exact. On a plusieurs même. Où ça? Il y en a un à Saint-Cloud, où on travaille pas mal. Ouais. Un à Nanterre, où c'est plus une station de contrôle de mix. On passe pas mal de temps. Et voilà, c'est déjà pas mal. Plus les studios à Paname où on a nos entrées. Et à Boulogne aussi. Ouais, pas mal Boulogne. Studio partout. Wow. Dans toutes les villes, on a un studio. Ils ont quadrillé la zone. On va dans les villes que si on a un studio. Très bien. Mais du coup, vous pouvez pas bouger de Paris si vous allez dans une ville. On a des studios partout, même à Londres, même à Berlin, à Tunis. Partout. À Fort-de-France. À Fort-de-France? À Pointe-à-Pitre ou pas? Bien sûr. Ok. Surtout. Ouais. Ça va. Surtout Chata. Vous avez déjà fait des sons Chata? Ouais, on a déjà fait plusieurs. Moi j'ai un titre avec Maureen qui sort là le 28. Ah mais oui. Sapiti. Donc là c'est hors Eto et Club, mais ça rentre dans la même famille de toute façon. Et puis il y a d'autres Chata qui vont arriver. Première date aussi de concert, le 30 à Nantes, avec Eto et Club live. Et là on va jouer des remix Chata aussi, de sons comme Rema, d'artistes comme Burna Boy et tout, on va les remixer en Chata. Ok. Il faut venir le 30 au Détroit à Nantes, 30 avril. Incroyable. Mais jamais j'aurais pensé parler de Chata. On peut parler de Chata. Hein. Surtout que je vous ai écouté sur la route et j'ai pensé à tout sauf du Chata en fait quand j'ai écouté vos morceaux. Ils m'ont mis grave de bonne humeur en vrai, surtout celui avec Chansco. J'ai trouvé grave cool. Et je voulais revenir sur un truc avec vous. Vous êtes producteur, donc beatmaker. Est-ce que vous êtes... Il y a une différence en vrai entre producteur et beatmaker. Ah ouais? Producteur dans le terme français, c'est celui qui va payer les sessions, c'est celui qui va mettre l'argent, qui va produire le son. Ok, ouais, ça c'est producteur. On est producteur parce que c'est nous qui finançons le projet. Donc les sons, on détient les sons, on détient le master des morceaux. Donc on est producteur des morceaux, mais on est aussi produceur. Et produceur en anglais, dont ce que tu parles, beatmaker. Personnes qui vont faire les compositions musicales derrière les vocalistes. Mais c'est important de faire la distinction parce que producteur, c'est vraiment ceux qui produisent et qui investissent de l'argent sur les projets pour que les morceaux puissent se créer. Après, il y a aussi producteur musical, mais... Ouais, c'est ça, quand c'est je dis ce que producteur, moi, dire, celui qui produit la musique, fait la musique. Ouais. Comme on dit, producteur de fruits et légumes, il fait les fruits et légumes. On fait la musique. Mais en fait, tous ces termes-là, c'est juste on est des musiciens. Ouais, de fou. Musique, mais c'est vrai que c'est genre super confus. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dis producteur et que je parle de mecs qui font des instrus ou des trucs comme ça, à chaque fois, genre, je me reprends parce que je suis en mode, mais attends, mais producteur, ça veut dire trop de choses en même temps. Donc, je vais essayer de préciser un peu plus, tu vois. Mais c'est vrai que en vrai, c'est un peu un mot fourre-tout. Genre, tu peux être producteur de tout, n'importe quoi. Genre, tu peux être producteur exécutif, tu peux être... Et du coup, vous êtes beatmaker, producteur. Je voulais vous demander si vous étiez ingé son. Ouais, on fait tout. Vous faites tout. On enregistre les morceaux nous-mêmes. Ouais. On top line, on chante, on mixe les morceaux nous-mêmes, on fait de la guitare, on masterise nous-mêmes. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pas en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que nous faisons pas? En fait, on est danseurs. Danseurs. Il va faire une petite danse après, c'est dommage sur un podcast, vous le verrez pas. Mais incroyable. Mais si vous voulez, on fera... Si vous voulez, il danserait et je ferai... comment ça s'appelle? L'audio description. C'est dur.
un mouvement indescriptible. Mais dans le fait de tout faire tout seul, est-ce que vous avez pas... Enfin, attendez, parce que j'ai plusieurs questions en même temps là en fait. C'est terrible. Je vais commencer par la première que j'ai là qui me vient tout de suite. C'est déjà comment vous deux vous êtes rencontrés. Est-ce que vous étiez déjà dans la musique quand vous étiez rencontrés, etc. Ou est-ce que vous avez commencé ensemble? Et waouh, il y a trop de questions en même temps. On va commencer par celle-là. En fait. On va commencer par celle-là. Avec Chaz, on se rend compte à la release party de l'album de Riles. Si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Moi je t'avais pas vu, mais tu m'avais vu. C'était un morceau de moi je t'ai revu après à Younes avec c'est ça. Ce truc de Me Falling. Ouais. Parce que Chaz avait placé une track sur Riles de Me Falling. Sur l'album du premier album de Riles. Moi je venais d'intégrer la team de Riles, mais genre une semaine avant. Okay. Et ensuite, après, moi j'étais en session. Je bossais avec un artiste de la team de Riles qui s'appelle Younes. Et Chaz, lui aussi, avait des sessions avec lui. Et en fait, Chaz avait une session à Warner avec Younes. Et moi je suis passé. Et là, on a vraiment c'est ça. Ce jour-là. Younes m'avait dit j'aime bien te présenter qui tu bosses, Alex et tout ça. Et après, on s'était vu. Et donc ça fait 4 ans, 2019. Ok. C'était l'été, un peu moins de 4 ans. Et après, on était souvent au séminaire ensemble pour Riles, pour les artistes de toute l'équipe de Riles et tout, à qui on passe un grand shout-out. C'est grave des bons. Et Riles, on sort de son séminaire aussi là pour ce projet. Et voilà, donc on a commencé un peu à bosser ensemble. Et après, vu qu'on habite à côté, en fait, on s'aime bien, on habite à côté. On se capte, on fait du son et tout. C'est ça. Et voilà, on a chacun nos carrières aussi. Ouais. Mais boum, Hater Club, c'est né de cette envie de discussion, de se dire, ouais, viens, on fait un truc qui met en avant une performance live, studio, de rappeurs et d'artistes. Et nous, en fait, on chapeaute tout ça. On monte notre patte plutôt que des placements. Il y a tout ce game des placements qui est un peu cool, mais qui est chiant parce que tu maîtrises pas le process. Quand t'envoies une prod pour un album, bah après t'envoies les pistes, t'es pas forcément content du mix, t'es pas forcément content même du refrain que le mec a fait. Et là, nous, on dirige vraiment les artistes en studio. On les laisse exprimer, on n'est pas des dictateurs. Mais des fois, on peut frapper. Non, je rigole. Mais non, on est grave chill. Mais on a notre façon, notre vision. Et c'est vrai que le club, c'est notre vision. Et c'est à 360, il y a du live qui arrive, donc des concerts. Parce que nous aussi, on a une envie. Alex, comme moi, on venait à la base de groupe, on jouait en fait. Vraiment sur scène. Et le studio, c'est cool, c'est super, mais je pense qu'aujourd'hui, la musique, c'est un 360. C'est à la fois créer les moments magiques qu'il y a en studio et aussi être sur scène et voir le public. Et quand t'es beatmaker, producteur, t'es que en studio. Donc t'es moi, souvent enfermé en fait. C'est cool, c'est incroyable ce qui se passe en studio. Faire que de la scène, c'est aussi chiant. Donc, faut les deux pour moi. Et un peu comme Daft Punk, comme PNL, comme DJ Snake, enfin, nous, c'est nos inspirations. Et ok, vous citez des références de fou là. Ouais, des petits artistes pas très connus, mais qui arrivent. En développement. Daft Punk, c'est ça. D'ailleurs, ils ont sorti un morceau aujourd'hui, Daft Punk. Voilà. D'un album là qui arrive. Pas très connu. À suivre alors peut-être Daft Punk. Daft Punk, artiste émergent. Ils feront peut-être notre première partie d'un autre, je sais pas. Peut-être. Franchement, ça serait sympa de leur proposer, je pense. Et voilà, donc l'idée elle est là. Hein. C'est vraiment ça. La rencontre elle est née de ça et ensuite on a fait Hater Club récemment, il y a 1 an. Ah, c'est archi récent. Moins d'un an même. Ouais, moins d'un an. 9 mois. 2022. Premier épisode. Karchak. Et comment vous décririez 808 Club à quelqu'un qui a jamais regardé le format sur YouTube? Et là, je vais ajouter quelque chose. Quand j'ai fait mes devoirs, avant de vous interviewer, j'avais trop envie de regarder les vidéos YouTube, mais j'ai fait exprès de pas les regarder pour que vous puissiez me les décrire et qu'ensuite, quand je regarde, je me dise « Ah oui ». Du coup, là, j'ai pas regardé 808 Club. Comment vous me le présentez? Bon, déjà, si t'as pas regardé, on annule le vote. On s'en va tout de suite, quand tu manques de respect. Ça fait je vous ai écouté, je vous ai juste pas regardé. Non, le format il est assez simple. C'est une performance d'un artiste captée en studio sur une track originale composée par Chaz et Alex. En vrai, ça se résume super bien en une phrase. C'est après, sur tout ce qui est visuel, etc., on est parti sur c'est très au niveau couleur, on est sur les couleurs du logo, donc c'est très néon, club, ça sur les rose, bleu. Et toutes ces tendances autour de ça, mais autrement oui, ça se résume facilement en une phrase. Ok. Les couleurs m'ont beaucoup donné envie de cliquer parce que j'ai une DA très colorée aussi dans tout ce que je fais dans les vidéos. Ouais, voilà, je suis un peu... Aujourd'hui ça va, j'ai pas trop de couleurs. Mais ok, et du coup, dans ce format, vous voulez surtout, parce que tout à l'heure vous parliez du fait de faire des placements
et c'est pas forcément le truc le plus passionnant. Ouais. C'est pas que c'est pas le plus passionnant, en vrai, Non, des fois ça se passe bien, des fois c'est cool. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut, en tant que producteur, en tant que producteur, il faut se développer. Il faut pas être que fixé sur les placements. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On a une expertise dans la musique, on sait faire de la musique. Il y a des gens qui veulent écouter de la musique, donc il y a autre chose à faire que juste envoyer des placements, que ce soit des placements mail ou des placements session. Je pense qu'il y a des, comme on est en train de faire, il y a des places. Il y a des places en fait à prendre en tant que vraiment genre compositeur avec des projets. Aujourd'hui, de plus en plus d'artistes sont des producteurs qui sont lancés et qui ont des projets en commun, etc. Puis pour ajouter à ça, en fait, moi aussi et Alex, on s'inspire par exemple de l'électro. Dans l'EDM, un David Guetta, il fait exactement ce que nous on fait. Pourquoi lui il serait artiste et pas nous? C'est aussi ça, c'est en mode. Oui, clairement. En fait, dans l'électro, les DJ, les producteurs, DJ Snake, Guetta, Sinclair, tous les Justice, Daft Punk, machin, bah, ils chantent pas, ils font de la musique, et ils font des concerts, ils font des. Quoi, nous dans le rap, on doit être que genre beatmaker, alors qu'on fait de la musique, on fait danser les gens exactement comme David Guetta, etc. Donc en fait, bah autant le faire, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Avec l'appui des rappeurs à qui on s'entend, parce que nous on aime aussi le rap, on aime le vocaliste, tu vois. Donc mais on est artiste, c'est aussi ça. C'est aussi cette envie de montrer qu'en fait on est artiste. On n'est pas des objets, entre guillemets, on nous dit ah fais ci, fais ça. Non, c'est nous, toi fais ci, fais ça. Et lui aussi, donc c'est dans un échange de bons procédés. C'est ça. Mais c'est pas que dans un sens où beatmaker, des fois, c'est peut-être un peu assist. Et réducteur. En France, en fait, parfois, c'est le mec qui envoie une track. C'est ça. Et puis, voilà, on ciao, sait même pas c'est qui, il est un peu comme ça. Non, ouais. nous, tu vois, on sait ce qu'on T'envoies veut. ta prod, le mec il pose, t'es pas au courant, ça sort C'est sur ça. l'album, t'as jamais écouté le morceau, C'est tu ça. le découvres en tant que. Trop bien. C'est quoi ce rapport avec de la musique, enfin, C'est ça. Et puis t'es pas d'accord avec la façon dont il a posé sur le morceau. C'est ça, tu vois. Et c'est ta prod. Voilà, quelqu'un a détruit ta Donc prod. Aitoy Club, ça c'est naît super. vraiment de là, de. Nous, on veut continuer à faire du rap, on veut continuer à bosser parce que c'est notre kiff, etc., avec des vocalistes, des rappeurs. Mais il faut que les rappeurs ils rentrent dans notre DA, qu'on les accompagne, qu'on fasse les morceaux ensemble. C'est-à-dire que c'est pas nous, on n'est pas des dictateurs. Mais c'est un échange, c'est des sessions. On parle, on échange, le morceau on le crée ensemble, il y a une vibe qui se crée. Et après, on le met tous ensemble pour créer le meilleur morceau possible. Il n'y a pas de. Toi, tu n'as pas entendu le morceau, il sort sur les plateformes. C'est un échange, la musique c'est un échange, c'est de l'humain, et il faut que ça reste comme ça. Et donc du coup, Aitoy Club c'est vraiment ça, c'est vraiment recentrer l'humain dans la musique, dans la rencontre avec quelqu'un, la création de vibes, catcher cette vibe et sortir cette vibe et ensuite faire une vidéo autour de ça dans les locaux à Boulogne. C'est ça, c'est ça. J'aime bien la façon dont vous en parlez. Ça se voit que vous êtes archi passionné, je trouve ça trop bien. En gros, ça vous permet d'aller encore plus deep dans votre process artistique, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, on s'exprime, on se libère et on fait vraiment ce qu'on veut à 100%. Donc, franchement, c'est ça qui est grave kiffant avec les clubs. Hein. Et puis derrière, encore une fois, on va sur scène, enfin, ça va arriver très bientôt. Donc, c'est tout un projet qui est vraiment chambé et c'est que le début. Il y a de l'inter aussi qui va arriver, des artistes internationaux. Donc, voilà, qui arrive à partir de juin. Des Anglais, des Américains, des Allemands. C'est ça. Bah, des noms, après, on donne pas de noms, pas des balances. J'ai essayé. T'auras essayé. Non, ouais, je sais pas. Mais Ça, vous allez, suivez Aitoy Club sur Instagram. comme ça, vous verrez. 808 Club. Et vous saurez tout. Et je voulais revenir là rapidement. Enfin, peut-être pas rapidement parce que c'est un sujet très intéressant. Ça va peut-être être le main sujet du podcast du coup. Mais le fait que, justement, en tant que producteur, vous voulez aussi avoir votre place et pas être réduit à juste le mec caché dans le studio qui envoie sa prod et qui après ciao. Et t'as fait une comparaison archi intéressante avec les DJ comme David Guetta, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est juste parce que entre le hip-hop et l'électro, il y a une culture très différente qui fait que les producteurs sont pas... comment je pourrais dire ça ? Perçus de la même façon. Bon, en fait, moi, ils sont pas perçus de la même façon parce qu'ils se mettent pas en avant de la même façon. En fait, c'est toujours pareil. Un artiste, c'est une personne publique, c'est un personnage public. C'est-à-dire que pour être artiste, il faut le vouloir. C'est-à-dire que quand tu es producteur, il y a beaucoup de producteurs, ils sont dans l'ombre, ils veulent y rester, ils y sont très bien. Et c'est cool, franchement, rien à dire là-dessus. Par contre, tu peux pas te plaindre d'être dans l'ombre si tu te mets pas en avant. C'est-à-dire que si tu veux devenir artiste, tu veux avoir ta fanbase, tu veux sortir tes morceaux, tu veux avoir vraiment les gens qui t'écoutent pour ton nom et pas forcément pour tes placements, il faut aussi se dire que je vais me mettre en avant, je vais pas juste rester dans l'ombre à envoyer des prods, je vais faire des projets, je vais faire des shootings, je vais montrer ma tête, je vais faire des vidéos, je vais faire des rendez-vous avec des médias. Je vais vraiment essayer de parler, un peu comme Tarek Azouz, ce qu'il a fait récemment avec le code, etc., où il sort un peu de l'ombre, etc., parce que voilà, il voulait un peu, je pense,
un peu briller et montrer que, vu tout ce qu'il a fait, c'est tellement incroyable qu'il mérite ça. Mais je pense que c'est pas la façon dont c'est perçu, en fait, c'est la façon dont les producteurs, ils veulent se mettre en avant ou pas. C'est-à-dire qu'en électro, quand tu fais tes morceaux, tu joues tes morceaux, tu vas les jouer, tu montes sur scène, tu les joues devant des gens, c'est toi, c'est tes morceaux, on te voit, c'est là. Alors qu'un beatmaker, s'il reste dans l'ombre, c'est juste, il va faire quoi? Il va faire des placements, envoyer des mails, placer des artistes, ils vont tourner les artistes avec ces sons-là, mais lui, il sera pas là, il voudra pas forcément être là. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais en vrai, ça dépend de l'actualité. Ça dépend toujours de l'envie de chacun. De l'envie de chacun, en fait. Et moi, je pense aussi que déjà, culturellement, je suis d'accord, aujourd'hui, le rappeur est mis en avant dans l'hip-hop, mais à la base, dans l'hip-hop, c'est les DJ. Bah oui. À la base de la base, les machins, les cool air, les trucs, etc. Aux États-Unis, c'est les DJ qui ont inventé c'est le comme hip-hop. ça que c'est né. Donc, à la base, dans le hip-hop comme dans l'électro, c'est les DJ qui font danser les gens. Parce que c'est une culture club, à la base du hip-hop. Après, c'est devenu un peu, il y a plein d'enfants de tout ça. Mais aujourd'hui, effectivement, le rappeur est le dominant dans le hip-hop, en tant qu'artiste. Mais à la base, les DJ hip-hop sont aussi importants que les DJ dans l'électro. Par contre, la différence, effectivement, c'est que dans l'électro, ils n'ont pas forcément besoin de vocal pour faire danser les gens. Ils peuvent faire danser, tu sais, Tomo Roland, le truc. C'est un synthé qui va jouer alors que dans le rap, c'est vrai que les gens vont chanter quand même le rappeur. Ouais, parce que c'est incarné par quelqu'un qui a ça, c'est l'incarnation. Exactement. Mais donc totalement là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Mais quand on se rappelle de l'histoire du truc, à la base, les DJ électro sont comme les DJ hip-hop, ceux qui font danser les gens. Et il y a aussi une différence avec la France et les États-Unis, les États-Unis là-dessus. C'est pas Atlanta, moi je vais souvent là-bas et tout. La culture, le hip-hop, c'est de la musique de club. Donc le producteur est le plus important. La meuf va pas stripper, danser en strip club sur la punchline. Ils en ont rien à foutre. Par contre, la basse, comment la snare, la basse, donc c'est de la musique en fait. Alors que vu qu'en France, on a plus une culture chanson, on chante, on danse aussi, tu vois, mais c'est plus un pays de chansons, on va dire. Surtout dans le rap. On fait très attention aux lyrics. Donc le rappeur, est fondamental. Et la prod, parfois, est plus. Donc le mec qui l'a fait est plus mis de côté, mais quand tu prends des styles, on parle du chata, de l'afro, la trap, qui sont la trap US, c'est des sons club en fait. Ouais, et clairement, son instru, c'est pas du tout pareil. Là-bas, le producteur est plus important que le rappeur. Ouais. Tu vois. Ou dans le hip-hop, je parle. Ou équivalent. Sur de la trap, tu peux très bien. Enfin, un rappeur peut très bien juste lâcher des adlibs. Genre ça. Tu vois, Futur. Même les Migos, genre. Et ça suffit pour que ce soit lourd. Ouais. C'est musique de club. Bah ouais. Ok, et comment vous faites comment vous procédez justement pour vous imposer entre guillemets et en même temps laisser la place aussi à l'artiste, genre pour que chacun ait sa place et que vous puissiez avoir votre incarnation et que quand on écoute votre son, on se dit ah, c'est la prod de 808 Club, mais en même temps aussi l'artiste qui va poser sur vos instrus, il est aussi reconnu et il incarne aussi. Déjà il y a les tags, c'est-à-dire que chaque son 808 Club, au début il y a Chaz et il y a 808 Club et qui est droppé, on va dire c'est un drop en fait, donc déjà il y a à chaque fois le 808 Club, 808 Club, et aussi je pense que ça c'est un vrai feeling avec les gens. Tu as des artistes qui vont être très en mode tranquille, vas-y fais, par exemple je pense à Zixo par exemple, il va grave être en mode il nous fait confiance de ouf parce qu'il sait ce qu'on a fait, il sait les backgrounds, etc. Donc, ça c'est une exclue, Zixo c'est le prochain épisode, c'est vrai, on l'a pas annoncé. Zixo le prochain, et du coup c'est plus un truc de confiance où il va nous donner. Edge pareil, c'était très de la confiance et tout. Après t'en as d'autres qui parfois veulent plus être dans le contrôle. Et donc là, nous, on donne nos idées, mais eux aussi, ça dépend vraiment de cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, tu vois. Mais c'est une bonne question, parce que des fois, c'est un équilibre à trouver. Déjà, entre nous et le gars, entre le gars, enfin, tu vois, c'est de toute façon, en vrai, quand on prépare les sessions, on prépare des prods en amont. C'est-à-dire qu'on va écouter ce que l'artiste fait, on connaît toujours l'artiste qu'on invite, bien évidemment, mais on va écouter vraiment en profondeur, voir un peu ce qui peut nous intéresser de travailler. On prend son univers, on mélange avec nous nos ressentis. Donc déjà, Chaz et Wam, c'est pas la même personne, donc forcément, il n'y a pas de la confrontation, mais du coup, il y a de l'échange, on crée quelque chose. Et puis après, on arrive sur l'artiste, sur la session, avec 2, 3 ou 4 prods qui sont déjà préparés pour lui. Donc déjà, dans ces prods-là, nous, on a mis notre univers. Et on sait que ça peut lui correspondre parce qu'on s'est inspiré de son univers pour faire ces prods-là. Et après, on n'a jamais eu de problème où les prods ne plaisaient pas, parce que les prods sont lourds. Vous avez bien étudié la chose. Tu vois. Et qu'on sait faire de la musique. Donc du coup, ça a toujours bien matché. Des fois, on fait 1, des fois, on fait 2, des fois, on fait 3 morceaux. Et donc au final, l'artiste, il sent qu'il a tellement de matière pour créer, qu'il va créer 1, 2, 3 morceaux, et puis qu'à la fin, naturellement, il y a un morceau un ou deux morceaux qui vont ressortir, qui sont vraiment forts, qu'on va utiliser sur le format 808. Donc au final, c'est juste lui donner la matière
Ouais. pour créer, dont nous on est fiers et dont nous on a envie de sortir ça avec lui. Et lui, après, il rajoute sa sauce, on mélange tout ça et ça te donne toujours un top truc. Hein. Au final, c'est archi naturel, genre. On s'est jamais forcé. On s'amuse, hein, de toute façon. C'est de la musique, autrement on ferait autre chose. Ouais, bah oui, genre, c'est clair. Mais du coup, on s'amuse en fait. On s'amuse en studio. Et entre vous deux, comment ça se passe quand vous faites des instruments? Parce que moi, c'est un truc que je trouve fascinant. Une fois, j'étais en studio avec 2 potes, Mike Chamb et Num Blonde. Et il y avait Mike qui avait fait une loupe et il jouait la loupe. Puis là, il y a Num qui est arrivé. En fait, les deux, ils sont super habitués à faire des prods ensemble. Il est arrivé comme ça, il a pris le synthé, il a commencé à... Et genre, juste les deux, ils arrivaient à faire un truc ensemble, mais genre sans parler ou quoi, genre. Et juste la prod, elle naissait comme ça, et moi, j'étais là, je me disais, oh, ok. Comment ça se passe pour vous? Bah, c'est ça, hein, parfois. Bah, en fait, nous, c'est comme je t'ai dit, pour moi, c'est la musique, c'est... En fait, c'est, tu vois, James Brown, ou les, enfin, je sais pas, ou les Bob Marley à l'époque, bah, t'as un bassiste, t'as un guitariste, t'as un clavier, bah, c'est ça, en fait. Tu vois. Et en vrai, chacun, bah, une fois, je sais pas, Alex va faire une mélodie, moi, je fais les drums. Une fois, je fais la mélodie, il fait les drums. C'est vraiment de l'échange. Ouais. En fait, la question se pose même pas, mais c'est vrai que c'est marrant que souvent, les gens, ils se disent comment vous faites et tout. Mais oui, mais moi, c'est un truc qui m'intrigue trop. En fait, l'ordi tourne, les deux ordi tournent en même temps, on est branchés sur les enceintes, il y en a un qui commence un truc, et l'autre il met un truc, on va mettre ça, on va faire ça, et puis 20 minutes après, il y a un truc qui est naissant. McFlurry, ça se fait comme ça. Ouais, McFlurry, c'est quoi, 20 minutes la pause. 20 minutes, ouais. McFlurry avec Kershak, 15-20 minutes, lui il a posé vraiment une demi-heure, genre 5 jours après. Ouais. Incroyable d'ailleurs. Ouais, le son incroyable. Le son est méchant. Il est vraiment fait. On l'a fait le matin, on était en tournage avec Chansco. L'après-midi, on avait réservé le tournage avec Kershak, sauf qu'on l'avait jamais rencontré. Okay. Il est arrivé, on avait tournage à 14h, il est arrivé à 12h30 au studio, dans un autre studio à côté de studio où on tourne les vidéos. Et on connaissait pas, on lui a joué une prod. C'était celle qu'on avait préparée, c'était là avec le Central Exit Pure. Et il était là, il est rentré en cabine, il a rien dit, il est ressorti une demi-heure après, et on a pris les voitures et on a tourné le son. En vrai, c'est... Waouh. Voilà. Putain, ça paraît tellement simple comme ça. Ouais, des fois ça s'aligne, hein. Des fois c'est de la musique, des fois ça s'aligne, des fois il y a des sessions qui vont durer plus longtemps, ça va être plus compliqué. Même des fois on va refaire des sessions pour certains artistes où les sons ils vont pas nous correspondre, ou l'artiste il est pas convaincu, etc. Il faut refaire des sessions, mais généralement tous les sons qui sont sortis actuellement sur les plateformes et qui vont sortir, c'est des sons qui ont été faits, franchement, il n'y a jamais eu ce blocage où on se regarde dans le blanc des yeux en disant qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Non, il n'y a jamais eu ce problème. En vrai, Chaz, il doit faire 10 prods par jour, moi j'en fais 5. Il y a toujours du contenu, il y a toujours de la matière, et puis quand on se met en commun, ça va vite, c'est fluide. Maintenant, on se connaît, on sait travailler ensemble. Et comme on choisit les artistes qu'on aime bien, et c'est toujours fluide en fait. On n'est jamais contraint de faire un artiste. Donc au final, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est marrant parce que quand vous parlez, parce que vous visiez de la musique là actuellement. Ouais. En fait, c'est ouf parce que du coup, vous vivez de la musique, mais en même temps, vous n'êtes jamais forcé à rien faire. Donc vous vous amusez vraiment en fait, genre c'est trop bien. Est-ce que vous avez déjà été forcé justement, genre peut-être plus tôt dans votre carrière Bah oui, bien sûr. Bah oui, grave. De ouf. Enfin, moi perso. Et comment ça s'est passé? Genre, est-ce que t'as des sons dont t'es pas fier Enfin, non, t'es pas obligé de drop les noms, mais genre, comment ça s'est passé? Non, il y en a plein que j'aime pas forcément parce qu'en fait, c'est le taf. Moi, on est obligé de payer des factures. Il y a des opportunités, il y a un mec qui est là, vas-y, on y va. Enfin, j'ai regardé le code de BBP et les trucs qui m'ont grave parlé dans ce qu'il disait parce qu'il était, il était aux US, ça a pas trop pris. Il est revenu en France, il a commencé à bosser chez Watibé avec des artistes, du coup, rien à voir avec ce qu'il faisait aux US. Et il est obligé à un moment donné, c'est un peu, il faut placer. Parce que quand t'es beatmaker, producteur, le truc le plus important, c'est le catalogue. Et le catalogue, ça se développe en plaçant en fait. Donc des fois, il y a des trucs que moi j'ai fait parce qu'on m'a dit je veux un truc dans tel délire. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais bon, j'ai une opportunité avec quelqu'un d'assez connu, je suis obligé de le faire, tu vois. Donc ça nous est arrivé. Et justement, c'est pour ça, c'est de là qu'est né It Club. C'est justement pour éviter ça, dire on en a marre de se forcer à faire ce qu'on n'aime pas, parce que ça arrive pas tout le temps, tu vois, mais ça arrive. Et donc avec le club, c'est justement, viens, on s'amuse. C'est exactement cette cours de récréation qu'on a fait avec It Club, parce que de base, on a eu des expériences, Alex comme moi, où on fait des trucs où des fois ça nous plaît pas, où on est obligé de faire des trucs et tout, tu vois, à gauche, à droite, dans des styles que... Mais finalement, ça me donne une certaine expérience. Après, ça reste un univers où
c'est comme tout dans la vie, hein. Ça peut pas être que du kiff, ça peut pas être ouais, bien sûr. Forcément, il y a des compromis, c'est normal, c'est l'humain. Et en vrai, tant mieux, parce que des fois, on apprend aussi des trucs. Par exemple, je sais pas, le jersey avec Karchak, McFleury, genre on kiffe le jersey, mais c'est pas non plus genre on n'a pas grandi avec du jersey. C'est pas genre on fait pas que du jersey. Que vous faites tout le temps, ouais. C'est ça. Mais vas-y, on a kiffé le truc, clair. on s'est dit tiens, viens, on s'amuse, on fait un truc jersey, boum, c'est notre son qui marche le plus. Donc des fois, c'est ouf, tu vois. Ouais. En fait, ça nous donne l'opportunité d'être spontané et de garder cette spontanéité. En fait, avec Chaz, on est très spontané, c'est-à-dire que on est là, on a une idée, on veut la faire maintenant. Tac, on appelle, tac, on fait, on prend, tac, on fait le truc et on le fait maintenant là, dans les 10-20 minutes qui suivent le truc. Il y a plein de gens, ils ont des idées et tu vois, et après ils disent ouais, ça dort, ça prend une semaine, 2 semaines, puis l'idée elle se perd. Avec Chaz, on est très spontané. Du coup, sur l'histoire du jersey, au début, les 3 premiers sons, il y avait du jersey dedans parce que je sais pas, on était sur une période où on kiffait le délire et du coup, on faisait du jersey. Et donc du coup, pour revenir sur ta question, quand tu es contraint de faire quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire, tous les producteurs, ça arrive en vrai, tous les producteurs, tous les beatmakers, ça arrive, t'as pas cette spontanéité parce que t'es en mode il faut faire ça, il faut faire ça parce qu'on me demande de faire ça, et donc du coup, t'as pas. Je trouve qu'en termes de créativité, t'es forcément moins fort parce que du coup, t'as pas ce truc-là un peu fou où tu peux aller où tu veux, te balader, et il y a quelque chose de magique qui va être créé là-dedans. Ouais, les nouveaux styles, ça c'est un accident, ça crée de la folie. Et le jersey, je suis sûr que c'est un mec à un moment donné, il a fait une erreur sur un truc, un DJ, un producteur, et boum, ça a créé ce truc de pattern, tu vois. Et tous les styles pour moi, c'est le screw, DJ screw et tout. Bon, ça c'est incroyable. Ça pas être prof d'histoire aujourd'hui, mais bon, bref. Mais à l'époque, quoi, les mecs. Allez écouter l'épisode avec Ocho. T'en as déjà pour moi. Mais je pense que c'est des accidents qui créent d'une liberté, qui se créent d'un truc, une folie, une liberté. Et quand t'es contraint à faire des trucs, tu perds tu te dis est-ce que j'ai le droit en fait. Et justement nous on se dit on se donne tout le droit de faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'à le club c'était sûr il y aura du chata, mais il y aura tout, vraiment tout, et de ce qu'on aime. On aura pas tous les trucs qu'on aime pas, mais il y aura tout ce qu'on aime. Et on fait de la drill, de la trap. Parce que parce qu'on aime ça et qu'on est spontané, et pas tout ce qui marche, tu vois ce que c'est ça. Juste en fait, si t'as une idée, quand on aime un truc, on fait. Il y aura de la two-step, il y aura du chata, il y aura parce qu'au final dans nos playlists c'est ce qu'on écoute, et voilà, et il y aura des artistes internationaux parce que nous dans nos playlists à 90% c'est ce qu'on écoute, et voilà. C'est trop cool. Et ça me fait penser à, tu sais, quand tu vas aller dormir mais d'un seul coup t'as une idée et genre tu peux pas t'endormir avant d'avoir bosser ton idée, genre avant de l'avoir écrite et de dire ok, alors comment je vais développer ce truc là. Je crois que c'est comme ça que mon podcast il est né. C'est ça. Donc non, je trouve ça archi cool ce délire de spontanéité. Et je trouve que c'est important de le dire parce que je pense qu'on est, enfin j'allais dire dans une époque, mais je pense que ça a toujours existé, où tu sais tu dois toujours un peu te conformer au regard des autres et tout. Et je trouve que dans la musique, il y a encore plus ce truc de jugement, etc. Et de devoir s'adapter aux styles qui arrivent, aux artistes qui arrivent, etc. Et le fait d'être spontané et de se dire, non, ok, moi je veux faire mon truc et je veux juste faire ce qui me plaît. En vrai, c'est genre la plus grande liberté que tu puisses avoir. Genre, c'est trop bien. C'est trop cool. C'est comme littéralement avec le podcast. Genre parce que les gens aujourd'hui sont grave habitués au montage et tout. Et du coup mes premiers épisodes du podcast ils sont grave montés et tout. Et maintenant j'aime trop laisser les moments de silence où vas-y c'est bon, je parle lentement, tout le monde sait que je parle lentement, j'assume. Au pire vous mettez en fois 1,5 tu vois. Mais je me suis perdue dans ce que je disais. J'avais une autre question. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, ça rejoint un peu la question que j'ai posée avant en fait, mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à un stade où en gros tu dois vivre de ta passion, mais du coup t'es obligé de faire des trucs ou des prods dans votre cas que t'as pas forcément envie de faire, et à un moment t'arrives à un point où tu te forces tellement que presque tu te dis ça te dégoûte. T'es dégoûté, ce truc là. Heureusement on n'a pas encore, moi perso je l'ai pas eu Alex non plus je pense, mais je pense que là-dedans c'est plus un conseil on va dire aux gens qui nous écoutent et tout. Je pense que si tu veux en vivre il faut essayer de trouver ces putains d'équilibre en fait, c'est entre passion, c'est un truc tous les jours on en parle, et du plus haut niveau au plus bas niveau c'est trouver l'équilibre entre passion et business, c'est clairement le truc, c'est-à-dire parce que si tu fais que de la passion à 100%, malheureusement, tu vas faire n'importe quoi, un truc super niché,
il y aura peut-être pas d'économie et tu vas être obligé de travailler, donc tu pourras pas faire que de la musique. Mais si tu veux faire que de la musique, des fois tu vas faire un truc que t'aimes pas, donc faut trouver des fois, par exemple en tant que beatmaker ou quoi, des artistes avec qui tu t'éclates et en même temps il y a une économie en vrai. Ouais. Et par exemple, on prend l'exemple de Riles, par exemple, avec qui on est proche. Moi je bosse beaucoup avec Kalash aussi. Moi Kamoun, pas Kalash criminel. Bah, moi c'est des artistes perso avec qui je m'entends grave bien artistiquement. Et en fait, je veux pas dire que genre 100% de leurs titres, de leurs titres c'est des trucs que je vais écouter tous les jours et tout. Mais je kiffe le process, je kiffe créativement ce qu'on peut amener. Et aussi ces artistes connus où il y a une économie. Je pense que c'est ça qui est l'équilibre, il faut le trouver là-dedans en fait, je pense. C'est que si tu fais que du K à 100%, ça va être dur d'en vivre. Mais l'inverse, tu vas être dégoûté de la musique. Voilà, donc, Et après, en faisant que de la passion aussi, au début, parce que t'es là par passion. Au début, bien sûr. Au début, t'es là par passion. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal aujourd'hui, tu sais, de jeunes producteurs qui montent avec des équipes, tu vois. Genre qui s'allient très vite. Aujourd'hui, genre, tout le monde rappe, tout le monde fait de la musique, tu peux vite trouver genre un groupe de potes, un collectif ou quoi, avec qui tu peux monter. Aujourd'hui, il y a plein de producteurs qui sont au top avec des équipes avec lesquelles ils sont montés. Et au début, c'était passion. Et ensuite, il y a eu ce truc business. Mais comme Chaz, il a dit, en vrai, c'est toujours le truc balance. Si tu veux vivre de ta passion, il faut que tu sois business à un moment. Enfin, tu peux pas dire je vais vivre de ma passion, je vais faire mon art à 100% et je vais obstruer le business. Non, si tu veux vivre, faut payer des factures, faut payer un loyer, t'as ta loc de voiture, t'as des trucs à rembourser. Et ben faut que tu rendes ton business. Donc l'équilibre n'est pas forcément facile à trouver au début. Et après, quand t'es vraiment épanoui, je trouve que c'est quand t'as trouvé le bon équilibre. Et le top, évidemment, c'est que après t'es financièrement tellement bien que là tu fais que des. C'était pas le mec de Daft Punk où tu me disais il fait un truc graspé. Voilà, il fait un truc graspé, il en a rien à foutre, ça fasse zéro. C'est comme un peu un acteur qui va faire un film, c'est exact pour moi l'analogie est là, c'est un acteur qui va faire un film, je sais pas, il va faire n'importe quoi, Avengers, genre pour lui c'est éclaté, mais vas-y, ça lui ouvre tellement de portes que derrière il va faire son film qui va faire 2 entrées, il en a rien à foutre, mais il sera fier du film, tu vois. Donc c'est ce truc-là qui est. C'est littéralement. L'objectif, quoi. Rien à voir, parce qu'il a fait une BO de. C'est une BO de film, je crois qu'il a fait. C'est une BO, si je dis pas de conneries, c'est une BO d'opéra. Mais il dit un opéra d'il y a longtemps, là le truc qui est en train de ressortir, c'est ça. Musique classique. Bref. Et je pense qu'un Damso, par exemple, il est grave dans ce truc-là, j'ai l'impression. Je bosse un petit peu, pour bosser un petit peu avec lui et tout, c'est un mec qui en a rien à foutre de ce que ça. Il veut juste lui kiffer en fait. Ça, c'est le truc ultime. Quand t'arrives, Riles, c'est pareil, c'est des mecs, ils font pas de compromis. Ils s'en foutent de ce qu'ils marchent. Moi, ma vision, c'est ça. Et au début, c'est dur, parce que, comme vous dites, ça divise, surtout genre, un mec comme Damso, il avait une fanbase, il a une fanbase qui a tellement d'attentes, genre. Et le mec sort un truc où il se dit, bon, moi, là, c'est juste moi. Genre, je vous livre un truc, c'est naturel, c'est moi, c'est ce que je veux faire là. Alors qu'il y a plein de gens qui attendaient. Mais au final, c'est ça être un artiste. Moi, si tu me demandes c'est quoi le plus grand artiste, je te dirais que c'est Kanye. Parce que chaque album, c'est une page blanche, ça repart à zéro et il fait un truc. C'est-à-dire que quand il arrive avec Jesus, personne pense qu'il fait Jesus. Et quand il arrive, tout le monde dit c'est quoi cette merde. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands albums, c'est l'album qui a marqué la dernière décennie. Donc en vrai, non, en fait, être un artiste, c'est juste pas faire de compromis. Mais du coup, quand toi tu te lances dans ton business, etc., tu peux pas ne pas faire de compromis. C'est-à-dire que de ne pas faire de compromis, il s'acquiert. C'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est une balance. On en revient toujours, c'est la balance. Et quand à un moment ta balance elle est tellement genre en excédent d'un côté et que t'es tellement bien businessment parlant, etc., là tu peux ne plus faire de compromis. Nous quand on bosse pour finir ça, quand on bosse avec Riles, il arrive, il a une DA, il dit on va faire ça, on va faire que ça, c'est ça que je veux et on va faire que ça. Et c'est pas, on n'est pas là. Pourquoi c'est kiffant? Parce que Riles, c'est cool, c'est qu'il a du goût. Donc quand il dit on va faire que ça, c'est des trucs incroyables, genre R&B de telle année, de tel pays, genre c'est incroyable en vrai. Mais si c'est un truc, quelqu'un qui a pas de goût, c'est chiant. C'est vrai. On va faire que des trucs, mais des trucs éclatés. On a la chance de bosser avec des artistes qui ont du goût. C'est ça. En fait, faut bosser avec des mecs qui ont du goût. Voilà, bosser avec des mecs qui aiment la musique. C'est ça le plus important. Et qui ont du public, si vous pouvez. Et le top, comme a dit Alex, c'est vrai que le top, c'est de grandir avec quelqu'un. En tant que beatmaker, en tant que producteur, c'est de grandir avec un rappeur, un artiste qui est en train de monter, d'avoir une vraie alchimie. Je pense, je sais pas, la Fève Causée, comme ça, Khalil avec Tiff. Khalil avec Tiff. Je sais pas, les main producers avec leurs artistes, c'est vraiment le top, quoi. Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez senti que vous aviez trouvé l'équilibre et que du coup vous pouviez vous consacrer à fond dans la musique, genre? Non, parce que moi personnellement je pense pas avoir encore trouvé l'équilibre à 100%, c'est-à-dire que oui, on vit de la musique, je vis de la musique. C'est déjà un step. C'est bien, mais après
je suis pas encore à un niveau où je me permets de ne plus faire de compromis. On est encore, enfin moi personnellement à mon stade, je suis encore en train de rechercher toujours cette balance entre développer des projets cool, bosser avec des artistes cool, mais aussi il y a toujours ce truc-là, avoir des hits, faire des placements, avoir des gros noms placés sur des gros albums, etc. Mais oui, aujourd'hui vu que je vis de la musique, bah, je peux me permettre de faire un format comme Etoile Club avec Chaz, où on est en mode c'est du business. Mais c'est du business où, là, sur Etoile Club, on n'a pas de compromis. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a envie de faire, on sort les morceaux qu'on a envie de sortir. Spontanéité avec les artistes qu'on a envie de sortir. Mais derrière, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait Etoile Club, on a complètement arrêté de démarcher des artistes pour faire des placements. Là, Chaz, il vient d'avoir le placement sur la mixtape AF Inzer. Et d'autres placements qui arrivent. Moi, j'ai d'autres placements qui arrivent. Et donc, en vrai, non, pour l'instant, je peux pas dire un jour où j'ai trouvé ma balance. La balance, elle grandit. Ok. Et les attentes, du coup, grandissent. Donc, du coup, c'est de plus en plus dur à équilibrer. Tu vas jamais la trouver, quoi. Si, ça se trouve à la fin, je pense. C'est plus une mentalité. C'est toi qui décides que ta balance au final. C'est quoi la fin, c'est une bonne question. Ouais. Mais moi, je pense que quand même, je l'ai trouvé en vrai. Surtout comme je dis, depuis que je bossais beaucoup avec Kalash, tu vois. Parce que on s'entend très bien artistiquement et on a des délires similaires mais différents. Mais après, c'est sûr que. Comme dit Alex, en vrai, on est toujours en recherche de En vrai, quand t'es artiste, c'est ce truc, c'est que tu veux toujours du succès en fait. Donc t'en as jamais assez. Même si t'as eu un single d'or, un album platine, tu veux toujours avoir des trucs plus. Mais après, faut savoir des fois s'arrêter. Pas s'arrêter, mais en fait, faut être grateful, faut être reconnaissant en fait, des fois. Faut être reconnaissant et je pense que l'équilibre il se trouve aussi quand on est reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on a déjà fait en vrai. Mais l'équilibre, je pense qu'il se trouve encore une fois dans ce truc entre passion et business, quoi. Sans curiosité, t'as fait quel son de Kalash? Du coup, Kalash, j'ai fait une bonne douzaine de tracks sur l'album, notamment Tombolo, Malpoli, Pounani Impérial, enfin après d'autres. Van Noir avec Hamza. Van Noir avec Hamza. On a fait Silencieux en collab. Ah, donc vous bossez tous les deux pour Kalash? Non, Chaz il bosse pour Kalash. Et Jean de chez moi il m'a ouvert le club. En fait, on a fait une prod ensemble. Mais, tu sais, moi je fais des prods avec pas mal de monde. Et après, comme Alex fait des prods avec pas mal de monde, et après on se retrouve en session avec des artistes. Bon, on fait écouter celui-là, donc sur un sample de Zao. Silencieux, c'était le sample de J'aimerais te. C'est quoi déjà le titre? Bon, le plus gros titre, j'ai un trou de mémoire, mais. J'aimerais te dire. Voilà, pour te dire. C'est quoi le titre de son? Je sais J'ai pas. un trou de mémoire. Ça me stresse. Mettez en commentaire, tweetez le nom. C'est un bon. Si vous pouvez la sampler, on sait même. Incroyable. Mais voilà, c'est un exemple. Donc, à ce titre-là, après, j'avais fait pas mal de titres sur l'album. Quoi d'autre? Gros modèle. Qui était sorti. Et voilà. Ok. Je te promets. C'est ça le nom. Ah, quel soulagement. Zao, incroyable ce son d'ailleurs. Et toi, Alex, du coup, je vais te poser la question aussi parce que je t'ai pas posé. Mais du coup, je commence par Alex. C'est quoi les sons dont tu es le plus fier que tu as fait? C'est compliqué. Je pense que déjà les sons dont personnellement je suis plus fier, ils sont pas encore sortis. Ok. C'est pas une technique, c'est la vérité. On revient de 10 jours à Londres. Vous imaginez que les sons qu'on a fait à Londres, ils sont avec des artistes incroyables. À Londres? On était à Londres. Genre, vous étiez. Il était où votre studio? Notre studio, il était dans le nord de Londres. Si, c'est ça, on était à. Ouais, c'est nord de Londres. Là où le logement, là. Le Airbnb, il était. C'était stylé, hein. Quartier un peu artiste et tout. Grave grand, stylé déjà. Dans le nord, quartier artiste? Un petit peu nord-ouest, à l'est. C'est le nouveau quartier, c'est le nouveau Camden, putain, je suis un ouf. C'est Shoreditch Park. Shoreditch, c'est à l'est. Exact, à l'est, c'est ça. Le studio, il était pas là où on était, le studio, il était dans un autre endroit. Il était vraiment plus au nord, le studio. Ouais, on était là-bas, on est resté 10 jours, on avait connecté pas mal de gens. On a fait beaucoup de morceaux. Et des morceaux assez incroyables. Donc du coup, je te dirais, en tout cas, sur les morceaux à venir, c'est parmi mes préférés. Et sur les morceaux qui sont déjà sortis, le Kershak McFlurry, j'en suis fier. Parce que c'est le plus gros morceau de Etoile Club actuellement. Silencieux avec Kalash, je kiffe parce que Kalash est un artiste que je kiffe. Et du coup, le morceau, moi ça me parle, je l'écoute. Forcément. Et après, je dirais, on a sorti un morceau en juin dernier en collab avec Chaz et Sofiane Pamar sur un morceau avec Riles. Voilà, qui s'appelle Worst Behavior, qui est un morceau R&B 2000. Qui est vraiment moi personnellement en vibe parce que je suis école Timbaland.
Donc du coup, voilà. Et ça, c'était fait en séminaire. J'ai commencé à taper les drums. Chaz, il est venu, il a rajouté les guitares. Sofiane le piano. Et puis rapidement, ça s'est fait. Et en fait, la magie de ce morceau, c'est qu'il a été fait genre fin mai ou mi-mai. Et que Relay, c'est un artiste qui prend des mois, voire des années à sortir des chansons. Que le morceau est sorti 3 semaines après. Waouh. Et qui était sorti la date de mon anniversaire, le 6 juin. Oh non, donc du coup, il y avait trop de trucs pour pas mettre ce morceau-là. Ok, waouh. Mais voilà. Mais ouais, en vrai, c'est ces 3 morceaux-là. Le morceau avec Kalash, incroyable. Le morceau avec Relay, Chaz et Sofiane Pamar, incroyable. Et Kershak, McFlurry. Ok. Et les prochains morceaux avec les UK qui arrivent. J'ai hâte d'entendre. Dont on est très fiers, et personnellement encore plus. Ok. Et toi? Ouais, Kershak aussi, hein, je kiffe ce son incroyable, McFlurry du coup, ça s'appelle. Fierté parce qu'on est en artiste dessus. C'est ça. C'est aussi une première d'être en artiste et d'avoir un titre qui marche autant, et qui joue en soirée, tu vois, c'est trop bien, les gens ils kiffent. Plein de chorégraphies sur TikTok, ça veut toujours la créativité des gens, quoi. Genre, c'est magnifique. Surtout les jeunes, les lycéens, les trucs, il y en a qui font de la moto dessus, il y en a qui dansent, il y en a qu'est-ce qu'ils mangent, je sais pas. La génération Z. Voilà. Après, moi, il y a Migos aussi, que j'avais fait un titre qui s'appelle Working the Food sur l'album Culture 3. Et bon, je vais pas raconter toute l'histoire, c'est un peu long, mais en gros, que je croyais pas sorti, que je savais pas que ça allait être sorti, ça sort, l'album, je suis pas dessus, ça sort sur le Deluxe 6 jours après. Donc incroyable, tu vois. Et Mike Dean aussi qui a bossé sur le morceau, qui a fait le pro. Génial. Mike Dean, légende, tu vois, Kanye, Travis. Donc t'es sur un morceau avec Mike Dean. C'est ça, avec Migos et Mike Dean. Donc Mike Dean est sur un morceau de jazz. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est plutôt mon petit ref, Mike Dean. J'ai tout appris, hein, non, mais on va le dire. C'est plutôt ça. Je suis sûr il flex en soirée quand il en parle. Ah bon, je ne vis que de ça. C'est que la flexion, ça. Non, voilà, il y a ce Migos là. Après, Malpoli, très, très chaud aussi. J'aime trop ce son. Ouais. Il est incroyable. Ça tue. Malpoli, parce que en fait. Ok. Ouais, voilà. Je meurs ma vie quand je vis. Incroyable, Kalash et Damso, ce qu'il a fait dessus aussi, il a bien. Enfin, il a vraiment. J'ai envoyé une prod et Damso, il a vraiment. En fait, on a vraiment collaboré avec Damso. C'est ça que j'ai kiffé sur ce track, c'est qu'il a compris ce que je voulais dans la prod et en même temps il a amené son truc. Et après Kalash qui pose et Damso aussi, donc incroyable. Et après en dernier, il y aurait quoi je sais pas. Fierté en top, fierté. Tombolo aussi, Tombolo. Ouais. Voir tous les gens, des enfants dans des mariages, des enfants dans les karaokés, des gens qui se marient dessus et tout ça. J'avoue, c'est fort. Vous êtes deux à faire ça, tu vois. Et puis on était deux au studio. Fort. Et après, tu vois des millions de personnes qui s'approprient. C'est ça qui est fou avec la musique et le studio, en fait. C'est qu'on est comme avec McFlurry ou quoi. On est deux cerveaux. Et après, tu vois des millions de gens qui s'approprient. Ouais, mais c'est ça qui est beau dans la musique. C'est vraiment cette transmission. Genre. Mais j'ai une question par rapport à Tombolo, du coup. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Et je sais que ça a intrigué aussi grave une copine à moi. Et je pense que ça a intrigué d'autres gens. En plus, je me suis fait une playlist là, il y a littéralement 3 jours. Je me suis fait une playlist qui s'appelle Caresse. Et du coup, dedans, il y a que des sons genre afro, zouk, que des trucs comme ça. Et forcément, il y a un son Rema que vous connaissez, Calm Down. Et il y a aussi le son de Kalash dans la playlist Tombolo. Est-ce que tu t'es inspiré de Rema ou pas pour on s'est inspiré des sons Naija, donc Rema, Crayon aussi. Ouais. Et des sons du pays de la Martinique en fait, tu vois. Mais oui, c'était une des inspirations, hein, clairement. Mais ce qui est cool, c'est qu'en vrai, Kalash a fait un truc super personnel sur le morceau. Et du coup, en vrai, au début, ça peut ressembler effectivement à Countdown, mais en fait, lui, dans sa top line, dans la voix, c'est totalement autre chose. Donc, même dans les accords de guitare, c'est pas le même. La rythmique est similaire. C'est vrai que la rythmique m'a beaucoup inspiré. Après, les accords de guitare, l'interprétation, les arrangements, sont assez différents, mais ouais, franchement, Countdown. En même temps, il a matrixé un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Après, c'est une rythmique en vrai. Non, mais c'est ça. C'est comme quand tu prends la Jersey. Ouais, c'est un peu ça. C'est pareil. Je pense qu'il y a un vrai style avec ça. Avec ce. En fait, Countdown, c'est un peu un beat afro, un peu trans, toujours la même. Ça n'arrête jamais, et des guitares un peu pop rock, très mélancoliques. Et je pense qu'il y a un vrai style qui est en train de se. Il y a un autre son, il y a un son de Crayon qui ressemble dans cette vibe-là. Il y a aussi un autre son qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai plus le titre, mais qui est dans ce truc très guitare, mélancolique et dansant. Moi, ce que je kiffe, c'est faire danser les gens, mais avec un truc un peu triste. Je trouve ça, c'est comme Stromae fait. Ça me fait ça, ton boulot. Voilà, je suis là, genre, je danse, mais en même temps, je réfléchis, je me dis. Ok. et Stromae a été super fort là-dedans, je trouve. Ouais. Il a vraiment un truc de faire
c'est super triste en fait, Papa Outé, genre c'est un Ouais, truc non, le plus ouais. triste au monde, mais les gens ils dansent dessus. Ouais, c'est Et ça. pour moi la musique elle est belle comme Ouais, ça. c'est un génie. Ça fait c'est un danser génie. les gens, mais c'est quand même triste, il y a une vraie histoire. Mais c'est marrant parce que Tombolo, moi de base, j'avais pas capté la ressemblance. Parce qu'en fait, j'avais tellement aimé le son que j'étais trop à fond dedans et tout. Et un jour, j'ai vu que ma pote, elle avait dit ça. Et je suis allée écouter. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, il y a une ressemblance. Mais je sais pas si j'aurais capté de moi-même. Tellement, en fait, j'étais dans le son de Kalash et j'écoute moi, Rema aussi, même si je l'aime bien. Rema, c'est incroyable. Mais pour revenir vite fait, et je pense qu'après ça sera... Ouais, parce qu'après on va partir. Ce sera sûrement une des dernières questions. Mais vous avez dit que vous étiez allé à Londres. Et ça m'intéresse de fou. Comment c'était? Qu'est-ce que vous pensez de la scène londonienne? Genre, juste dites-moi. Parce que moi, j'ai mon avis sur Londres, vu que voilà, j'ai bossé là-bas, j'ai habité là-bas. Ok. J'ai des amis dans la musique là-bas et tout. Donc là, vous dites que vous êtes allé à Londres, ça m'intéresse. Incroyable. Incroyable pour plein de raisons. Déjà, le système son, ça on n'en parle pas assez en France. C'est un truc de ouf. Mais que tu ailles en voiture, te faire coiffer, que tu ailles manger dans les restaurants, que tu sortes en boîte, il y a de la sub, il y a du respect pour les gens qui écoutent de la musique, il y a des vraies enceintes. Ouais. Alors qu'à Paris, tu peux aller en boîte, je ne donnerai pas le nom des boîtes, mais les trois quarts des boîtes, aujourd'hui le système son, c'est catastrophique. Oui. Donc déjà, rien que pour ça, Londres, bah, c'est une ville de musique, tu comprends mieux pourquoi. Ouais. Après, les artistes qu'on a fait là-bas, pareil, musicalement très fort, très tourné sur la musique, très intéressé par ce qu'ils font, et genre vraiment des tops artistes et vraiment des mecs et des meufs qui bossent vraiment et qui aiment ça. Donc du coup, ça fait toujours plaisir de rencontrer des mecs qui aiment ça. C'est clair. Après, moi, je pensais que c'était plus drill. Moi, personnellement, je suis un grand fan de drill. Ouais, ok. Donc du coup, on arrive drill et je fais beaucoup de two-step. Et donc du coup, arrivé là-bas... T'es arrivé, t'as entendu que des sons jamaïcains. Non, c'est ça, et de la trappe. Et donc du coup, en vrai, c'était assez marrant de parler avec eux, même dans la façon dont ils posent. En fait, les rappeurs rappent et les chanteurs chantent. C'est très Mais il n'y a pas de Tiakola là-bas. Ouais. C'est toujours le... Il n'y a pas de Nino, il n'y a pas de Tiako. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui a la street cred, entre guillemets, et qui est capable de chanter et qui est capable de faire des hits. C'est vrai que c'est très binaire. Ouais. Mais à base, ça. C'est ça qui nous a un peu. Bah, moi, j'avais pas forcément, parce que j'écoute moins de UK, c'est plus Alex qui écoute des Anglais, moi je suis plus US et tout. Et pour du coup avoir discuté avec plein de gens, les rencontres et tout, bah, on se rend compte que, ouais, en fait, c'est très segmenté et ils nous envient ça. Donc c'était marrant de voir des rappeurs anglais dire bah ouais en France vous êtes grave libre, vous faites plein de trucs, il y a de l'afro qui se mélange à de la drill, ça chante, ça. Il n'y a pas de code en fait en France. Enfin il y a des codes mais comment dire, il y a peu de barrières. Ouais. Les gens, t'as des Jou qui chantent sur du oui, c'est beaucoup plus poreux, genre bah tu peux avoir un Jou qui chante ou qui va rapper pendant je sais pas combien de temps sur un truc boom bap. Genre... Exact, tu verras pas un... peut-être ça va arriver mais en tout cas il n'y a pas un Saint-Trotsi qui chante. Ouais. Il n'y a pas, je sais pas... Bah, Eddie One. Voilà, Eddie One, ce type d'artiste. Il n'y a Ouais. pas de Hamza là-bas, il n'y a pas de Tiakola, il n'y a pas de Nino. Et du coup, c'était assez intéressant. Tu vois, en fait, tu vas à l'étranger, tu te rends compte qu'en fait, en France, on est fort. Ouais, non, c'est vrai. Mais les Anglais, en vrai, incroyable. La vibe, elle est trop bien. L'ouverture d'esprit est trop lourd. Et puis, on va revenir, on va faire j'espère des concerts là-bas. Ouais, on va y retourner. Ah, je vois, ouais. Et on allait voir aussi, Lord Apex. En concert, en boîte. Will.i.am en boîte aussi. Ah, trop drôle! Il y a un studio dans une boîte là-bas qui s'appelle le Tape. C'est un peu la boîte. Ah oui, Tape London. Exactement. Ouais. Et du coup, bah en fait, moi, il y avait un mec là-bas qu'on connaissait et tout. Et il nous avait dit, ouais, si vous voulez voir, il y a un studio derrière. Donc je vais vous montrer tout. Ah ouais, genre, en fait, tu traverses un peu le club. Il y a un studio. Et puis là, genre, on écoute du son incroyable, les enceintes incroyables et tout. Et là, genre, on sort, et il y a un mec, genre, qui nous sert la main. En fait, c'était Will.i.am. C'était Will.i.am, là. Ouais, il vient tout le temps là quand il est à Londres, il bosse et tout. Ok. Donc, il y a des anecdotes marrantes de Londres. Et grosse ville de musique et grosse ville internationale. Tout le monde, les Burna Boy sont là-bas, les Américains, les Français. Donc, c'est très bon. Et la vibe de la ville, elle est incroyable. C'est tellement plus relax que Paris, c'est indescriptible. C'est une dinguerie, on est d'accord. Genre, il faut y être pour le ressentir. Genre. C'est très ouvert, c'est étendu.
Non, c'est Il top. fait très beau aussi. Non, je... Ouais, bon, ça dépend des jours. Il a plu littéralement Gros défaut, tous les jours. Il y a au moins 1 heure de pluie, c'est scandaleux. Ouais. Soleil le matin. Ça, franchement, les 2 points négatifs de Londres, c'est le temps et la bouffe. Ouais. Parce qu'on va pas se Surtout mentir, la c'est bouffe, dégueulasse. Ouais. Pas tout avoir, mais c'est Moi, pas ça tout va, à mes voir. potes à Londres, ils sont soit indiens, soit jamaïcains. faut manger une idée. C'est exactement ça qu'on s'était dit. C'est ça. Mais ouais, Londres, on va y retourner. En vrai, on a kiffé, on a fait des grosses connexions là-bas, des bonnes connexions, des morceaux qui vont sortir, des Ouais, des placements morceaux Hate-to-Hate. et des Hate-to-Hate Club et des placements qui vont sortir Mmh. dans les 2 mois qui arrivent là. Donc, Ouais, j'ai en trop vrai, hâte. cool. Bah On écoutez était les honnêtes. gars, merci d'être venus dans Bah, le merci à toi, podcast. Lisa. Merci Ça à fait toi. trop c'était plaisir. J'ai failli me tuer la main, c'est pas grave. Et en vrai, c'était archi inspirant ce que vous avez dit. Et j'espère que ça va inspirer pas mal d'entre vous, surtout les beatmakers, les producteurs. Il faut. Ouf, tous les artistes. Tous les Foncez. artistes, foncez, spontanéité. C'est ça. C'est Mais trop business, quand beau. Le business. Le business quand même. Ouais, Donc, c'est de la musique, c'est le kiff. Soyons avant pas tout. trop cheesy, soyons C'est pas vrai, trop cheesy. C'est ça. N'ayez pas peur de tenter. La c'est surtout, balance. c'est ça. Trouver la balance.